Bonjour, aujourd'hui nous abordons la modélisation de trajectoires latentes, des techniques parmi les plus abouties lorsqu'il s'agit d'analyser des données longitudinales, c'est-à-dire des mesures répétées à travers le temps. Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur le modèle paramétrique qui consiste à estimer une trajectoire ou une courbe de croissance latente en commençant par justifier, définir et spécifier les objectifs de recherche visés par un tel modèle dont nous essayerons d'accéder à l'intelligence avant d'estimer ce qu'on appelle le modèle inconditionnel pour analyser précisément le changement intra-individuel à travers le temps, mais aussi lorsqu'il s'agit d'estimer le modèle conditionnel pour prédire les différences interindividuelles dans le changement, étant entendu que nous procéderons à l'analyse multigroupe pour tester l'invariance du modèle de courbe de croissance latente selon des groupes avant de finir avec l'analyse de trajectoires latentes parallèles, parallèles particulièrement appropriées lorsqu'il s'agit d'estimer simultanément et de corréler de trajectoires latentes. Dans un deuxième temps, nous aborderons le modèle non paramétrique qui consiste à plutôt estimer, générer des classes de trajectoires latentes. Pourquoi analyser des données longitudinales? Pourquoi pas simplement des données transversales de façon par exemple à expliquer, prédire les troubles de conduite au temps 1 par l'utilisation des services au temps 1 après avoir contrôlé pour l'effet des problèmes externalisés. Alors vous aurez compris qu'avec un tel modèle de régression, difficile de parler de causalité. Or, on en a parlé. La première condition pour avancer que telle variable est la cause d'une autre variable, c'est qu'il faut que la variable indépendante vienne avant la variable dépendante, ce qu'on appelle ordonnancement temporel. Et bien justement, avec des données transversales, difficile de respecter l'ordonnancement temporel. Mais surtout, impossible d'évaluer le processus de changement avec de telles données transversales. Alors, pour pouvoir évaluer le processus de changement, il faut impliquer un deuxième temps de mesure de façon à pouvoir procéder à l'analyse de changement. En l'occurrence, ici, on peut fixer les troubles de conduite au temps 2 et chercher à expliquer la variabilité par l'utilisation des services fixés au temps 1 en contrôlant pour les problèmes externalisés aussi fixés au temps 1. Bien sûr, il faut aussi contrôler pour l'effet des troubles de conduite au temps 1, puisque pour les troubles de conduite, bien certainement, quelqu'un qui a un score au temps 1 bien donné va avoir tendance à avoir plus ou moins ce même score au temps suivant. En l'occurrence, les scores au temps 1 et temps 2 seront fortement corrélés. Et donc, il faut contrôler pour les troubles de conduite fixés au temps 1. Alors, c'est une première approche. Une seconde approche consiste plutôt à calculer la différence entre les scores au temps 2 et le score au temps 1 pour ce qui est des troubles de conduite, de façon à obtenir des scores en termes de différence et expliquer ces différences par l'utilisation des services fixés toujours au temps 1 et les problèmes externalisés aussi au temps 1. Donc vous avez devant vous deux approches qui permettent effectivement d'analyser le processus de changement. Par contre, il s'agit d'un changement ponctuel. En l'occurrence, ces approches permettent tout simplement de signifier qu'il y a une relation statistique, par exemple, entre l'utilisation des services et les troubles de conduite. De telle sorte qu'avec seulement deux temps de mesure, il est difficile de parler de changement. De même, si le temps 2 apparaissait 2 semaines après, par exemple, le temps 1,
Eh bien, difficile de dire après 2 semaines si la variation dans les troubles de conduite est due seulement par l'utilisation des services. Il se peut qu'il y ait un effet placebo. Autrement dit, que l'enthousiasme suscité par un programme lié à l'utilisation des services explique potentiellement que les patients présentent par exemple des troubles de conduite moins importants. Et donc, avec seulement 2 temps de mesure, il est difficile de savoir si le changement dans les troubles de conduite relève d'un changement réel, systématique, ou plutôt d'une erreur de mesure, par exemple, liée à l'effet placebo. Et par conséquent, pour pouvoir mieux analyser le processus de changement, il faut impliquer au moins un 3e temps de mesure de façon précisément à évaluer la causalité temporelle. Par exemple, on peut expliquer les troubles de conduite au temps 2 par les problèmes externalisés au temps 1 et les troubles de conduite au temps 3 par les problèmes externalisés au temps 2 et inversement. Mais aussi s'assurer qu'il y ait une stabilité temporelle. Autrement dit, que les problèmes externalisés sont corrélés d'un temps à l'autre, que également les troubles de conduite sont associés d'un temps à l'autre en utilisant ce qu'on appelle les modèles de régression autorégressifs et croisés. Ce qui est intéressant avec de tels modèles, c'est qu'on peut réfléchir en termes de causalité. Par contre, cette approche est certainement limitée par le fait qu'elle ne nous informe pas sur la trajectoire de changement des individus en général à travers le temps. Autrement dit, est-ce que les troubles de conduite augmentent à travers le temps ou diminuent à travers le temps? Une telle information n'est pas donnée par ce genre de modèle. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour capter la trajectoire de changement moyenne des individus, ça prend ce qu'on appelle la modélisation de courbe de croissance latente, qui est aussi appelée modélisation de trajectoire latente, particulièrement appropriée lorsqu'il s'agit de savoir comment les individus changent à travers le temps, précisément comment le score évolue à travers le temps, et surtout s'il y a des différences entre les individus, comment expliquer de telles différences. Voilà donc 2 questions de recherche qui sont au fondement de la modélisation de courbes de croissance latente, qui consiste tout simplement à analyser la variabilité à l'intérieur des individus, ce qu'on appelle le changement intra-individuel, qui correspond au niveau 1, mais aussi à analyser la variabilité entre les individus, ce qu'on appelle changement inter-individu et qui correspond au niveau 2. Et par conséquent, on est en présence carrément d'un modèle multiniveau, mais d'un modèle multiniveau appliqué à des données longitudinales, étant entendu qu'il existe un autre modèle multiniveau, mais qui est appliqué à des données transversales. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la performance scolaire d'élèves qui sont nichés dans des écoles. Ici, on veut mettre en évidence la variabilité à l'intérieur des écoles, qui correspond au niveau 1, mais aussi la variabilité entre les écoles niveau 2. La logique est la même ici. Le niveau 1 ici, en modélisation de courbe de croissance latente, réfère au changement à l'intérieur des individus à travers le temps, alors que le niveau 2 réfère plutôt aux différences entre les individus dans le changement. Pour illustrer la pertinence du modèle de courbe de croissance latente et surtout accéder à son intelligence, alors on s'intéresse à un problème de recherche. En particulier, ici, on veut mettre en évidence la trajectoire moyenne de troubles de conduite à travers le temps chez des enfants âgés de 8 à 11 ans. Et on veut surtout expliquer cette trajectoire moyenne par des prédicteurs potentiels que sont l'utilisation des services, le genre et les problèmes internalisés. Donc ici, l'échantillon porte sur 173 enfants, donc ils sont suivis à travers 3 temps de mesure, de telle sorte qu'on a 108 enfants qui ont utilisé des services psychosociaux et 65 qui n'en ont pas utilisé.
une variable qui peut potentiellement aider à prédire l'évolution des troubles de conduite qui constitue ici notre variable d'intérêt, autrement dit la variable dépendante, mesurée ici selon une échelle continue, de même que les problèmes externalisés, soit deux variables ici qui sont mesurées au temps 1, au temps 2 et au temps 3, selon un intervalle d'une année précisément. Mais voilà comment se présente le problème de recherche. Alors, prenons un cas, un enfant dont nous connaissons les scores des troubles de conduite au temps 1, au temps 2 et au temps 3. Et représentons ces trois scores à l'aide de ce diagramme de dispersion. Alors, en l'occurrence, vous avez le score de ce cas au temps 1. Donc ici, on a 1, 2, 3. Ce sont les temps de mesure. Et sur l'axe vertical, vous avez plutôt les troubles de conduite. Donc, ce cas a comme score autour de 18. Pour ce qui est des troubles de conduite au temps 1, au temps 2, le score chute à environ 8 sur l'échelle des troubles de conduite. Et au temps 3, le score diminue encore à 5 environ sur l'échelle des troubles de conduite. Alors ainsi, on a une idée du changement intra-individuel, en tout cas pour ce cas en particulier. Donc de manière générale, on a l'impression que pour ce cas, les troubles de conduite diminuent à travers le temps. Il est possible de mieux connaître l'évolution des troubles de conduite de ce cas si nous connectons les points. En l'occurrence, on peut connecter le score 1 au score 2 et le score 2 au score 3, de façon ainsi à mieux observer l'évolution des troubles de conduite de ce cas. On obtient ainsi une trajectoire individuelle observée qui est aussi appelée courbe de croissance individuelle observée. Donc ici, nous avons une trajectoire descendante, précisément une courbe en décroissance. Il est possible d'aller encore plus loin en cherchant la courbe qui décrit le mieux l'évolution des troubles de cet enfant à travers le temps. En particulier, quelle est la courbe qui s'ajuste mieux aux données? Est-ce la courbe linéaire ou la courbe curvilinéaire? Donc clairement ici, c'est plutôt cette courbe linéaire qui s'ajuste mieux aux données. En tout cas ici, les scores ne suivent pas une trajectoire curvilinéaire. Ici, la trajectoire est plutôt linéaire. Eh bien, cette courbe linéaire n'est rien d'autre que la droite de régression linéaire que vous connaissez déjà. Autrement dit, c'est la droite qui minimise le plus la somme des erreurs de prédiction. De telle sorte qu'ici, cette droite de régression est appelée trajectoire individuelle latente. Ou encore courbe de croissance latente qui permet effectivement de décrire mieux les scores de ce cas à travers le temps. Étant entendu que puisqu'on parle de droite de régression, bien certainement cette droite comporte deux paramètres au moins que vous connaissez, la constante et la pente. Ici, la constante ou l'intercept est symbolisé par état 0, alors que la pente est symbolisée par état 1. Alors pourquoi on symbolise la constante et la pente par des lettres grecques? C'est juste pour mieux mettre en évidence le fait qu'ici, nous avons une trajectoire latente. Étant entendu que le principe est le même, on a ici l'équation de régression conduite qui est fonction de la constante plus la pente en le temps linéaire, précisément plus l'erreur de prédiction. C'est exactement la même équation de régression que nous connaissons déjà. Et donc, en l'occurrence, les troubles de conduite de ce cas dépendent du temps linéaire. Et donc, le changement intra-individuel estimé est représenté ici par cette trajectoire individuelle latente, dont effectivement les paramètres sont la constante et la pente. Nous venons d'avoir un aperçu de la trajectoire observée d'un individu
mais certainement une étude ne porte pas sur un individu, mais sur l'ensemble des données individuelles d'un échantillon, de telle sorte qu'il est possible de sortir les trajectoires individuelles observées des 173 cas constituant notre échantillon. Alors, pour des raisons pratiques, ici, j'ai spécifié à M+, de nous sortir seulement les 50 trajectoires individuelles observées des cas, et ce de façon aléatoire. Voilà comment se présentent ces 50 trajectoires individuelles observées. Un tel diagramme est d'ailleurs appelé diagramme à spaghetti pour des raisons évidentes. En particulier ici, les courbes épousent une forme de spaghetti. Ben voilà comment se présentent les trajectoires individuelles de 50 cas. Évidemment, ces trajectoires individuelles observées n'offrent aucune cohérence interne. Pour mieux les rendre informatives, il faut mettre en évidence la tendance générale. Alors, on peut avoir une idée sur la tendance des courbes de croissance observées en cherchant la moyenne, par exemple, au temps de départ, c'est-à-dire ici symbolisé par 0, le temps 0, c'est le temps 1 précisément, c'est le temps de départ. Donc, on a la moyenne ici. Ensuite, on calcule la moyenne des scores au temps 2, symbolisé ici par 1. Et finalement, la moyenne au temps 3, symbolisé ici par 2. De telle sorte qu'on peut relier ces 3 points par une courbe. C'est la courbe des moyennes que nous connaissons dans le cas de l'analyse de variance à mesure répétée. Donc, une façon effectivement d'avoir une idée sur la tendance des trajectoires individuelles observées. Eh bien, cette courbe des moyennes est appelée précisément trajectoire moyenne observée. Étant entendu qu'on peut également avoir une idée sur les 173 trajectoires individuelles latentes, même si ici j'ai sorti seulement 50 trajectoires individuelles latentes de façon aléatoire et pour des raisons pratiques en particulier, de telle sorte qu'on peut avoir une idée de la tendance moyenne de ces trajectoires individuelles, en se posant la question de savoir quelle est la droite de régression qui s'ajuste mieux à ces données. Précisément, quelle est cette droite qui passe au plus près de l'ensemble de ces trajectoires individuelles latentes. Cette droite, on l'a ici, elle est appelée trajectoire moyenne latente, ou si vous voulez, courbe de croissance latente qu'on cherche précisément à estimer en modélisation de courbe de croissance latente. Et donc, cette droite de régression comporte deux paramètres. La constante, qui est appelée statut initial, c'est le terme technique qui traduit la constante, et la pente, appelée aussi taux de changement. Pour cette trajectoire moyenne latente, on peut considérer la variation autour du statut initial, ou si vous voulez, de la constante. Précisément, tous les 173 enfants ne partent pas avec le même score au départ de l'étude. De telle sorte qu'il y aura une variation autour du statut initial. Cette variation moyenne est appelée variance. Donc on peut avoir une idée sur la variance de l'état initial. De même, certainement, tous les 173 enfants ne vont pas avoir la même pente pour ce qui est des trajectoires individuelles latentes, de telle sorte qu'on peut avoir une idée sur la variabilité autour du taux de changement. Et bien, cette variabilité moyenne est appelée variance. Cette trajectoire moyenne latente ou courbe de croissance moyenne latente est symbolisée par deux méta-informations. Les moyennes de cette trajectoire latente, en l'occurrence le statut initial qui symbolise la constante et le taux de changement qui traduit la pente. En fait, ce ne sont pas véritablement des moyennes,
mais on les appelle ainsi parce que les valeurs sont des valeurs moyennes, autrement dit des valeurs moyennes par rapport aux trajectoires individuelles latentes. La deuxième méta-information réfère à la variabilité autour de ces valeurs moyennes. En l'occurrence, la variabilité autour de l'état initial et la variabilité autour du taux de changement sont appelées variances précisément. Par conséquent, la modélisation de courbes de croissance latente consiste à estimer une courbe de croissance latente en mettant en évidence ses paramètres en termes de statut initial de taux de changement, mais aussi en termes de variation moyenne autour de ces deux paramètres. Et donc, quelques éléments de terminologie qu'il est important de saisir en modélisation de courbe de croissance latente, c'est qu'au départ, effectivement, on a une courbe des moyennes comme celle de l'ANOVA à mesure répétée. Et derrière cette courbe, on pense qu'il y a une trajectoire latente qui ne se donne pas à voir directement. Et cette trajectoire latente moyenne est captée par des moyennes, en l'occurrence le statut initial et le taux de changement, qui sont appelés des effets fixes, puisque ce sont des moyennes, mais aussi la variabilité autour de ces moyennes, en l'occurrence la variance autour du statut initial et la variance autour du taux de changement, appelés effets aléatoires, autrement dit effets variant selon les individus. De telle sorte que le modèle de courbe de croissance latente est aussi appelé modèle à effet fixe et aléatoire. Supposons qu'on ait un cas dont la trajectoire individuelle latente est représentée par cette droite de régression. Un autre cas, encore. Autrement dit, supposons qu'on ait toutes ces trajectoires individuelles latentes. Eh bien, il est possible d'avoir une idée sur la tendance générale de ces trajectoires individuelles latentes en traçant la droite de régression la plus moyenne possible. Eh bien, ici, clairement, tous les individus non seulement ont le même statut initial, autrement dit le score au départ de l'étude est le même, mais aussi le taux de diminution est aussi le même. Et donc clairement ici, tous les individus suivent une même trajectoire latente. Mais dans ce genre de situation, il n'y a pas de variabilité autour du statut initial, il n'y a pas non plus de variabilité autour du taux de changement, ce qui ne présente aucun intérêt en statistique sociale. En général, il faut qu'il y ait un minimum de variabilité pour pouvoir avancer dans les statistiques. Que se passe-t-il maintenant si nous sommes en présence de cette situation? En l'occurrence, clairement ici, il y a des différences entre les individus par rapport au statut initial. Donc il y a une forme de variabilité au départ de l'étude. Par contre, il n'y a pas de variabilité dans le taux de changement, puisqu'ici, le degré de diminution de la trajectoire latente est le même pour tous les individus de l'échantillon ici. Et donc, dans ce cas, tout ce qu'on peut faire, c'est expliquer la variabilité autour du statut initial. Étant entendu qu'on veut surtout se retrouver avec ce genre de situation où il y a autant une variabilité autour du statut initial, autrement dit, tous les individus n'ont pas le même score au départ de l'étude, mais aussi il y a une variabilité dans la pente de la trajectoire. Ici, clairement, tous les individus n'ont pas une même trajectoire en termes de pente. De telle sorte qu'il y a une variabilité autour du statut initial et une variabilité autour de la pente. Et bien, c'est justement l'objectif qui est visé en modélisation de courbe de croissance latente. On cherche justement à expliquer la variabilité autour de ces deux paramètres de la trajectoire moyenne latente. Mais voilà, vous venez d'accéder à l'intelligence même de la modélisation de courbes de croissance latente, qui consiste tout simplement à aller à la recherche de la trajectoire moyenne latente qui s'ajuste le mieux aux données de façon à mettre en évidence les paramètres
de cette droite de régression que sont le statut initial et le taux de changement, dont on cherche à expliquer la variabilité en impliquant d'autres variables. L'enjeu est de pouvoir répondre à des questions de recherche du genre: quel est le modèle de trajectoire moyenne de changement qui s'ajuste le mieux aux données analysées en particulier? Est-ce le modèle linéaire ou bien le modèle curvilinéaire? Étant entendu qu'un modèle curvilinéaire peut être soit quadratique, lorsqu'il présente une forme de U ou de V à l'endroit ou à l'envers, ou bien cubique, lorsqu'il présente une forme de S renversée. Mais aussi, est-ce que la courbe est en croissance ou en décroissance? Étant entendu qu'ici, nous sommes en présence du niveau 1. On s'intéresse au changement à l'intérieur des individus. Y a-t-il des différences entre les individus dans le changement, ce qu'on appelle le niveau 2? Précisément, est-ce qu'il y a une variabilité autour du statut initial? De même, est-ce qu'il y a une variabilité autour du taux de changement, ou si vous voulez, de la pente? Une fois qu'on a fini de mettre en évidence des différences interindividuelles, bien, on cherche à les expliquer en impliquant des prédicteurs fixes, autrement dit qui ne changent pas à travers le temps, comme le sexe. Donc le sexe ne change pas, on a le même sexe au temps 1, au temps 2, au temps 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aussi, on peut impliquer des prédicteurs instables, autrement dit des prédicteurs qui varient à travers le temps, comme le nombre d'enfants. Donc du temps 1 au temps 2 ou au temps 3, le nombre d'enfants dans une famille par exemple peut changer. Voilà donc les trois questions clés qui sous-tendent la modélisation de courbes de croissance latente, étant entendu qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en se posant la question de savoir: est-ce que le modèle de courbe de croissance latente ainsi estimé est modéré ou bien est invariant selon des groupes, en procédant à ce qu'on appelle l'analyse multigroupe. Par exemple, on peut comparer la trajectoire moyenne latente chez les hommes et chez les femmes de façon à voir s'il y a une différence ou pas. Étant entendu qu'ici, la comparaison va porter essentiellement sur les deux paramètres de la trajectoire moyenne latente, soit le statut initial et le taux de changement. Deux trajectoires latentes évoluent-elles parallèlement à travers le temps? Autrement dit, au lieu d'avoir à estimer deux trajectoires moyennes latentes séparément, on peut ajuster un seul modèle de façon à améliorer l'ajustement du modèle et obtenir des résultats qui sont beaucoup plus convaincants. En particulier, on peut s'intéresser à la trajectoire moyenne latente des troubles de conduite en parallèle à la trajectoire moyenne latente des problèmes externalisés. Et finalement, y a-t-il des sous-groupes ou des classes de trajectoires latentes? En l'occurrence, tous les individus ne suivent pas forcément une trajectoire moyenne. Certains ont tendance à suivre des trajectoires atypiques qui s'écartent de la trajectoire moyenne modélisée. C'est le sens de ce qu'on appelle l'analyse de classe de trajectoire latente que nous verrons dans la deuxième partie de cette présentation. Mais avant d'y arriver, rappelons le problème de recherche qui porte sur les facteurs associés à la trajectoire de troubles de conduite à travers le temps chez des enfants âgés de 8 à 11 ans. Donc ici, l'échantillon est constitué de 173 enfants. La variable clé, c'est donc les troubles de conduite. Alors, essayons de modéliser les troubles de conduite en utilisant la courbe moyenne latente. Donc, vous avez devant vous le modèle. En l'occurrence, ici, vous avez les trois variables observées: conduite au temps 1, conduite au temps 2 et conduite au temps 3. Et donc, si effectivement les trois variables mesurées à trois reprises sont corrélées entre elles, c'est parce qu'il y a quelque chose de latent derrière. Et c'est quelque chose de latent, c'est tout simplement l'intercept et le slope qui représentent ce qu'on appelle une trajectoire moyenne latente. Donc c'est la trajectoire moyenne latente qui est à l'origine des intercorrélations entre
les 3 mesures répétées. De telle sorte que ici, les 2 paramètres de la trajectoire moyenne, en l'occurrence l'intercept I et le slope S, sont considérés comme des facteurs de croissance et donc à l'origine des corrélations entre les variables observées. C'est la raison pour laquelle le modèle de croissance latente est une forme finalement d'analyse factorielle, puisqu'ici les paramètres de la droite de régression réfèrent à des facteurs de croissance. Étant entendu bien sûr qu'on peut modéliser les erreurs, autrement dit la trajectoire latente moyenne n'explique pas tout dans les intercorrélations entre les variables observées, certainement d'autres facteurs expliquent de telles intercorrélations. Et donc il est possible de modéliser effectivement les erreurs de mesure. Alors ici, les liens entre l'intercept et les 3 variables observées sont pondérés par 1, étant entendu que pour ce qui est du slope, autrement dit de la pente, eh bien le premier lien, autrement dit le lien qui associe le slope et le temps 1 des troubles de conduite est pondéré par 0, parce que tout simplement c'est la référence. Ensuite pour le temps 2 c'est pondéré par 1 et le temps 3 est plutôt pondéré par 2, puisqu'effectivement on s'intéresse au changement à travers le temps. Et donc ici on pense que les 3 temps de mesure comportent un même intervalle en termes de distance précisément. Et donc ici on a une forme d'analyse acheminatoire puisqu'on modélise ici des relations entre les facteurs et des variables observées. Voilà comment se présente encore une fois le modèle de courbe de croissance latente. Une fois qu'il est construit, il faut chercher à l'identifier. Commençons par le nombre de paramètres libres à estimer et faisons le décompte. En l'occurrence, on a la pente, ou si vous voulez le taux de changement à estimer, sa variance. Ensuite, on a à estimer l'intercept, ou si vous voulez l'état initial et sa variance. Donc on se retrouve avec 4 paramètres pour le moment. La corrélation entre l'intercept et le slope vient effectivement rappeler que nous sommes en présence ici d'une trajectoire moyenne latente qui explique les intercorrélations entre les variables observées. Ensuite, bien sûr, les 3 erreurs de mesure. Alors, cela donne au total 8 paramètres à estimer. Qu'en est-il du nombre d'informations disponibles? On applique la formule que vous connaissez, puisqu'ici, on a des variables dépendantes ou endogènes, si vous voulez. Donc, on applique la formule directement. K étant le nombre de variables, donc 3 multiplié par 3 plus 1, c'est-à-dire 4, 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Donc, on a 6 covariances, plus 3 moyennes rajoutées par M+. Donc, on se retrouve avec au total 9 informations. Le nombre d'informations 9 moins le nombre de paramètres 8 donne un degré de liberté de 1. Et donc, ici, nous sommes en présence d'un modèle sur-identifié. Une fois qu'on a fini d'identifier le modèle, on peut chercher à le spécifier à l'aide d'un plus en particulier. Alors, ici, vous avez la liste des variables qui sont utilisées dans l'analyse. Donc, ce sont les 3 mesures répétées en lien avec les troubles de conduite. Vous avez la commande du modèle. En particulier, vous avez I comme intercept, S comme slope. Vous avez la ligne verticale qui signifie qu'on veut estimer l'intercept et le slope pour ces variables observées. Autrement dit, vous avez conduite au temps 1, au temps 2 et au temps 3. Arrobase 0 pour signifier que le temps 1, en fait, c'est le temps de référence. Arrobase 1 pour signifier que l'intervalle est de 1. Arrobase 2, l'intervalle est également de 1. Voilà comment configurer ce modèle de façon à obtenir la courbe de croissance moyenne latente. Étant entendu qu'ici, vous avez la commande qui permet de sortir les trajectoires moyennes observées et latentes. Alors, on clique sur Run pour obtenir ces résultats. En l'occurrence, on voit ici les 173 cas constituant l'échantillon. Le nombre de variables dépendantes, autrement dit 3 variables observées, il n'y a pas de variable indépendante ici.
C'est la raison pour laquelle on parle d'ailleurs de modèle inconditionnel. C'est le modèle où des prédicteurs ne sont pas inclus. Étant entendu qu'ici, nous avons deux variables latentes. Eh bien, les deux variables latentes sont l'intercept et le slope. Alors, l'estimateur, par défaut, c'est le maximum de vraisemblance. Voilà comment se présentent les résultats de l'ajustement du modèle. Nous retrouvons tout naturellement les 8 paramètres que nous venions de compter. Ensuite, le nombre de degrés de liberté étant égal à 1, ben, ça signifie que le nombre d'informations disponibles est de 9. Moins 8 paramètres, ben, ça donne 1. Ici, le modèle est sur identifié. Étant entendu que le qui carré est de 0.091 et il ne s'avère pas statistiquement significatif, le p-value étant de 0.76. Par conséquent, le modèle semble s'ajuster bien aux données, d'autant plus que le RMCA est de 0 et n'est pas significatif, certainement, et le CFI de 1. Et donc, le modèle de courbe de croissance latente des troubles de conduite s'ajuste bien aux données. Reste maintenant à analyser les trajectoires moyennes que vous avez devant vous. Alors, la ligne avec une sorte de cercle représente la trajectoire moyenne observée dans les données de l'échantillon, alors que la trajectoire avec les signes triangle représente plutôt la trajectoire moyenne latente, autrement dit la trajectoire moyenne estimée à l'aide de l'analyse de régression. Alors ici, clairement, la trajectoire moyenne latente, c'est-à-dire estimée, coïncide presque parfaitement avec la trajectoire moyenne observée. Et bien, c'est le signe que le modèle s'ajuste bien aux données. Ça, c'est un premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, ici, le modèle linéaire semble être le modèle qui s'ajuste mieux aux données. En tout cas, le modèle n'est pas curvilinéaire ici. Troisième élément d'analyse, les troubles de conduite diminuent à travers le temps. Et par conséquent, ici, le taux de changement est négatif. Étant entendu que pour ce qui est de l'état initial, on l'a ici, environ 8.3 sur l'échelle des troubles de conduite. Mais voilà comment se présentent les trajectoires moyennes observées et latentes. Reste maintenant à analyser le diagramme du modèle toujours inconditionnel. Ici, je présente les paramètres non standardisés. On voit bien que pour ce qui est de l'intercept, son lien avec chacune des trois variables observées est pondéré par 1. Alors que pour ce qui est du slope, eh bien, par rapport au premier lien, c'est 0. Alors ici, on ne voit pas apparaître le lien parce que c'est 0, ça a sauté. Alors que pour la variable mesurée au temps 2, c'est 1, mesurée au temps 3, c'est 2, comme étant les coefficients de pondération. Alors ici, vous avez la covariance entre l'intercept et le slope, la variance de l'intercept et la variance du slope. Ici, vous avez les erreurs de mesure. Alors, les paramètres standardisés se présentent de cette façon. Bien sûr, on finit d'estimer les loadings reliant l'intercept et les variables observées, mais aussi les loadings reliant le slope et les variables observées. La corrélation ici entre l'intercept et le slope est de moins 0.58. Il s'agit tout simplement de la covariance standardisée entre les deux facteurs du modèle de croissance latente. Évidemment, ici, les moyennes de l'intercept et du slope, autrement dit, le taux initial et le taux de changement ne sont pas visibles, mais on peut les voir apparaître dans les sorties d'impulse. Ici, je présente plutôt les résultats non standardisés. Vous avez ici moyenne, précisément l'intercept est de 8.38, ce qui signifie qu'au départ de l'étude, les enfants ont en moyenne un score de 8.38 sur l'échelle des troubles de conduite. Et que cet intercept est statistiquement différent de 0, puisqu'ici on a un p-value de 0.000. Pour ce qui est du slope, ou si vous voulez le taux de changement, il est de moins 0.97. Ce qui signifie que chaque fois que le temps de mesure augmente d'une unité, on s'attend à ce que les troubles de conduite diminuent de moins 0.97. Et cette diminution est statistiquement significative.
comme on le voit ici. Et donc ici, nous sommes en présence de moyennes statistiquement significatives. Étant entendu qu'ici, vous avez des paramètres qui sont fixés. Pour ce qui est de l'intercept, c'est 1. Pour ce qui est du slope, c'est 0, 1, 2. Ce qui est peu intéressant. Ce qui est par contre intéressant en outre, c'est la corrélation entre le slope et l'intercept, qui est de moins 5,28. Alors, comment l'interpréter? Alors, ça signifie que lorsque les enfants partent avec un score élevé au niveau de l'état initial, on s'attend à ce que les troubles de conduite diminuent à travers le temps. C'est ce que symbolise cette valeur de moins 5,28 qui s'avère statistiquement significative par ailleurs. Alors ici, vous avez les variances des deux moyennes. Alors l'intercept, sa variance est de 21,55. Donc ça symbolise la variabilité autour de l'état initial. Et elle s'avère statistiquement significative. De même, le slope, sa variance est de 3,87 et symbolise la variabilité autour du taux de changement, variabilité qui s'avère statistiquement significative. Et donc, puisque les variances autour de l'état initial et du taux de changement sont statistiquement significatives, eh bien, on peut chercher à impliquer des prédicteurs pour expliquer les différences interindividuelles dans le changement. Étant entendu qu'ici, vous avez les erreurs de mesure et ici, les intercepts, bien sûr, qui sont de 0. Ici, vous avez les R2, en l'occurrence, les deux facteurs, ou si vous voulez, les deux paramètres de la trajectoire moyenne latente expliquent 61% de la variation dans les troubles de conduite au temps 1, 51% pour le temps 2 et 66% pour le temps 3 des troubles de conduite. Étant entendu que si vous prenez le 1 moins R2, pour chacune des trois variables observées, vous retrouvez l'erreur de mesure. Et donc ça se calcule comme en analyse factorielle. En résumé, voilà ici une façon d'interpréter les résultats du modèle inconditionnel, autrement dit du modèle sans prédicteur. Et donc de manière générale, le modèle s'ajuste bien aux données et les enfants présentent une diminution significative dans les troubles de conduite à travers le temps, étant entendu que les paramètres de cette trajectoire moyenne latente sont tous statistiquement significatifs en ce qui concerne les moyennes, mais aussi les variances. Et donc, comme il y a une variabilité autour du statut initial et du taux de changement, on peut chercher à les expliquer en impliquant des prédicteurs. Alors, on va s'intéresser à un premier prédicteur, en l'occurrence l'utilisation des services. Il s'agit d'une covariable stable à travers le temps. On va l'utiliser pour expliquer les différences entre les individus. Il s'agit précisément d'une variable dichotomique, donc codée 1, oui, 0, non. Eh bien, on va rajouter ce prédicteur dans la liste des variables à analyser. Ensuite, tout ce qui est nouveau, pratiquement, c'est cette commande. Donc, on va chercher à expliquer la trajectoire moyenne par service en mettant I, intercept, S, slope, on, service. En fait, c'est la commande qui permet de prédire la trajectoire moyenne latente par l'utilisation des services. Ça va être tout. Si on clique sur Run, on voit apparaître ces résultats. Eh bien, on se retrouve ici avec 10 paramètres, puisqu'on a deux paramètres de nouveau. Autrement dit, l'effet sur l'intercept et l'effet sur le slope. Donc, le nombre de paramètres augmente à 10. Le nombre d'infos également augmente de 3 covariances. Covariance entre services et chacune des 3 variables observées. On obtient 12 infos. 12 infos moins 10 paramètres nous donne 2 comme nombre de degrés de liberté. Et donc ici, nous sommes en présence d'un modèle sur identifié. L'équi carré est de 0,54 et il s'avère non statistiquement significatif, ce qui est très intéressant, d'autant plus que le RMCA est de 0 et le CFI de 1. Et par conséquent, ici, le modèle s'ajuste bien aux données. Voilà comment se présentent les résultats du modèle de régression des paramètres de la trajectoire moyenne latente par service.
Donc ici, on a l'effet de service sur l'intercept, autrement dit le statut initial, symbolisé par la valeur moyenne 4.096, ce qui signifie que pour les enfants qui utilisent des services comparativement aux autres, on s'attend à ce que leur score en termes de troubles de conduite soit de 4.096. Évidemment, il s'agit d'un score prédit. Et cet effet est statistiquement significatif. En d'autres termes, les enfants qui ont utilisé des services sont plus susceptibles de présenter des troubles élevés comparativement aux autres enfants. Et ça a du sens. Alors on imagine que les enfants qui utilisent des services, c'est parce qu'ils ont des troubles très élevés. Qu'en est-il de l'effet de service sur la pente, autrement dit le taux de changement? Donc ici, l'effet est négatif, moins 0.95, ce qui signifie que chez les enfants qui utilisent des services psychosociaux, eh bien, la trajectoire moyenne des troubles de conduite diminue davantage. Et cette diminution est statistiquement significative. Voilà comment analyser l'effet d'un prédicteur sur les paramètres d'une trajectoire latente, précisément ici une trajectoire descendante. Voilà comment se présentent les paramètres sur le modèle. En l'occurrence, ici, on a l'effet de l'utilisation des services sur l'intercept et ici sur le slope. Étant entendu qu'ici, on a plutôt des paramètres qui sont standardisés. Étant entendu qu'ici, on a les variances expliquées par l'intercept et le slope sur chacune des trois variables observées. Qu'en est-il maintenant de l'effet de la variable sexe sur les paramètres de la trajectoire moyenne latente? Il s'agit toujours d'une variable stable à travers le temps. Ici, 1 réfère à gars, 0, fille, selon le sexe. Donc, on aura I comme intercept, S, slope, on, sexe. Donc, le sexe explique les paramètres de la trajectoire moyenne latente. Voilà comment se présentent les résultats de l'ajustement. Bien sûr, nous obtenons 10 paramètres libres à estimer, comme tout à l'heure, avec l'effet de service. Le nombre de degrés de liberté étant de 2, ça signifie que le nombre d'informations disponibles est de 12. Le modèle est encore une fois sur-identifié et le qui carré s'avère non statistiquement significatif. De même, le CFI est de 0.98, ce qui est supérieur à 0.95. Le RMCA tourne autour de 0.08 et surtout, il n'est pas statistiquement significatif. Et donc, de manière générale, le modèle s'ajuste bien aux données. Voilà comment se présentent les résultats du modèle de régression. Donc, le sexe a un effet statistiquement significatif sur l'intercept. Le coefficient de régression non standardisé étant de 2.31, ce qui signifie que les gars sont plus susceptibles de présenter un score élevé en termes de troubles de conduite que les filles. Autrement dit, chez les gars, le score prédit en termes de troubles de conduite est de 2.31 au départ de l'étude, puisque c'est l'état initial. Qu'en est-il de l'effet sur le slope? En l'occurrence, ici, on a un effet qui est négatif, moins 0.238. Comment l'interpréter? Chez les gars plutôt que chez les filles, on s'attend à ce que la trajectoire moyenne latente des troubles de conduite soit davantage descendante. Par contre, cette diminution ne s'avère pas statistiquement significative. Ici, vous avez les paramètres standardisés sur le diagramme. En l'occurrence, nous avons l'effet de sexe sur l'intercept et sur le slope. De même, les différences entre gars et filles vont expliquer 6% de la variance de l'intercept et seulement 0.04% de la variance du slope. Ici, je récapitule différentes situations qui permettent d'interpréter l'effet des prédicteurs sur le slope. Dans le cas d'une trajectoire ascendante où la pente est positive, lorsque l'effet sur la pente est positif, cela signifie que la pente de la trajectoire augmente
davantage chaque fois que le prédicteur augmente d'une unité, comme on peut le voir sur cette trajectoire où on voit bien que l'effet est plus prononcé. Qu'en est-il lorsque l'effet sur le slope est plutôt négatif, toujours dans le cas d'une trajectoire ascendante? Eh bien, le slope de la trajectoire augmente moins lorsque le prédicteur augmente d'une unité, comme on le voit ici. Donc, l'effet est moins prononcé. Alors, lorsque la trajectoire est ascendante, l'interprétation de l'effet des prédicteurs sur la pente est plutôt facile. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes en présence d'une trajectoire descendante, où effectivement la pente est plutôt négative? Alors ici, l'interprétation est moins aisée. Précisément, lorsque l'effet du prédicteur sur la pente est positif, eh bien, cela signifie que la pente de la trajectoire diminue moins lorsque le prédicteur augmente d'une unité, comme on le voit ici. Donc on voit bien que ça diminue, mais ça diminue beaucoup moins dans le cas d'un effet positif. Dans le cas d'un effet plutôt négatif, ça signifie que la pente de la trajectoire diminue davantage lorsque le prédicteur augmente d'une unité. Donc on voit bien que ici, la trajectoire moyenne latente est plus abrupte. Autant de situations qui permettent d'interpréter l'effet des prédicteurs sur la pente d'une trajectoire moyenne latente. Jusque-là, on a cherché à expliquer la variabilité de l'état initial et du taux de changement en impliquant des variables stables à travers le temps. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsqu'on veut impliquer plutôt des covariables qui varient à travers le temps? L'exemple est donné ici, il y a des problèmes externalisés dont les scores diffèrent au temps 1, au temps 2 et au temps 3. Donc, il faut les inclure en tant que covariables instables. Alors, comment inclure une covariable instable dans un modèle de courbe de croissance latente, précisément dans un modèle conditionnel? Alors, voilà comment se présente la commande. Donc, vous avez les troubles de conduite au temps 1, on, problème extériorisé au temps 1, conduite temps 2, on, extériorisé temps 2, conduite temps 3, on, extériorisé temps 3. Et donc ici, on inclut les prédicteurs comme dans un modèle de régression. Autrement dit, à chaque temps de mesure, on régresse les troubles de conduite selon les problèmes externalisés. Et donc, on voit bien à travers cette commande que lorsqu'on implique des prédicteurs comme covariables variant à travers le temps, on n'explique pas vraiment la trajectoire latente moyenne. On explique plutôt chaque variable observée à un temps précis, ce qui est peut-être moins intéressant lorsqu'on procède à la modélisation de courbe de croissance latente. Parce qu'en modélisation de courbe de croissance latente, on s'intéresse à la trajectoire moyenne latente, à la variabilité autour de cette trajectoire moyenne latente. Or, lorsqu'on inclut des prédicteurs comme covariables variant à travers le temps, on ne met pas en évidence l'explication autour de ces paramètres de la trajectoire moyenne latente. Mais en tout cas, voilà comment se présente la commande dans une telle situation. Ici, le nombre de paramètres augmente de 3, donc 8 plus 3 nous donne 11, puisqu'effectivement, on associe les troubles de conduite avec les problèmes externalisés à chacun des 3 temps de mesure. Étant entendu qu'ici, le nombre de degrés de liberté étant égal à 7, ça signifie que nous sommes en présence de 18 infos. Parce qu'effectivement, aux 9 informations de base s'ajoutent 9 nouvelles informations en termes de covariance entre chacune des mesures des problèmes externalisés et chacune des mesures des troubles de conduite. La différence nous donne un nombre de degrés de liberté de 7. Donc ici, nous sommes en présence d'un modèle suridentifié dont le chi-carré est de 6.977 qui s'avère non statistiquement significatif. Le RMCA est de 0 et le CFI de 1. Et donc, nous sommes en présence d'un modèle bien ajusté. Étant entendu qu'ici, vous avez les résultats du modèle de régression. Alors ici, vous avez l'effet des problèmes externalisés sur les troubles de conduite au temps 1, qui est représenté par le coefficient de régression non standardisé 0.15 et qui s'avère statistiquement significatif.
Au temps 2, on a un coefficient de 0,13 qui est toujours significatif. Au temps 3, un coefficient de 0,11 qui est significatif. Et donc, on voit bien qu'avec le temps, eh bien, l'effet des problèmes externalisés sur les troubles de conduite diminue, mais qu'il reste statistiquement significatif. Voilà comment inclure et analyser un prédicteur variant à travers le temps dans un modèle conditionnel de croissance latente. Ici, vous avez le modèle incluant les paramètres standardisés précisément. Vous avez l'effet des problèmes externalisés ici, les troubles de conduite au temps 1, au temps 2 et au temps 3. Et clairement ici, on voit bien que les problèmes externalisés n'expliquent pas les paramètres de la trajectoire moyenne latente, mais plutôt expliquent les variables observées à chaque temps de mesure, ce qui peut être encore une fois moins intéressant comme analyse. Étant entendu qu'ici, les problèmes extériorisés expliquent que 62% de la variance dans les troubles de conduite au temps 2, au temps 1, 52% au temps 2 et 65% au temps 3. Il est possible d'approfondir davantage l'analyse de courbes de croissance latente en précédant ce qu'on appelle l'analyse multigroupe. Précisément, est-ce que le modèle de croissance latente que nous venons d'estimer diffère selon le sexe? Il est possible que ce modèle de croissance latente ne soit pas le même selon qu'on est gars ou fille, étant entendu qu'ici, les différences vont porter sur le statut initial et le taux de changement. Ce qui est intéressant avec l'analyse multigroupe, c'est qu'elle permet précisément de visualiser, de représenter graphiquement les différences entre gars et filles quant au modèle de croissance latente que nous venons d'estimer tout à l'heure. Alors, voilà comment se présentent les différentes étapes lorsqu'il s'agit de procéder à l'analyse multigroupe, autrement dit de tester l'invariance d'un modèle selon les groupes d'une variable. Première étape, vous estimez le modèle où les paramètres sont libres de varier à l'intérieur des groupes de la variable de regroupement. Ensuite, vous estimez le modèle où effectivement les paramètres que sont l'intercept et la pente sont égaux à l'intérieur des groupes. Vous comparez les qui carrés des deux groupes, étant entendu que lorsqu'il y a une différence entre les deux qui carrés, ça signifie effectivement que le modèle diffère selon les groupes en question. Si tel est le cas, on peut aller chercher où se situent exactement les différences précisément entre gars et filles en procédant à des tests d'invariance partielle qui consistent simplement à contraindre les paramètres de la trajectoire moyenne latente un à un. Vous contraignez la constante d'une part et ensuite le slope d'autre part. Alors, on va y aller ensemble en commençant par estimer le modèle libre où effectivement on veut que le modèle varie selon les gars et les filles. Comment? Eh bien en mettant cette fonction. Donc vous mettez grouping is sex, 0 fille, 1 gars. Et donc c'est la fonction qui permet effectivement d'estimer tout simplement le modèle de courbe de croissance latente à l'intérieur du groupe filles et à l'intérieur du groupe gars. C'est tout ce qui est nouveau ici. Alors on y va. On retrouve nos 173 cas qui sont répartis entre ces deux groupes, de telle sorte qu'on se retrouve avec 113 filles et 100 gars. Étant entendu qu'ici nous avons deux groupes, filles et gars. Voilà comment se présentent les paramètres de l'ajustement. Donc le nombre de paramètres est de 16. Le modèle de courbe de croissance, le modèle inconditionnel de courbe de croissance latente avait 8 paramètres, donc multiplié par 2, puisqu'on a deux groupes, on se retrouve avec 16 paramètres. Bien sûr, le nombre de degrés de liberté sera aussi multiplié par 2, de telle sorte qu'on se retrouve ici avec un modèle suridentifié. Le nombre d'infos également étant de 18, puisque 9 multiplié par 2, on a deux groupes, nous donne 18 infos. Le modèle est donc suridentifié. Le qui-carré semble intéressant, puisqu'il est de 4,38 et ne s'avère pas statistiquement significatif. Et par conséquent, ce modèle où les paramètres de la courbe de croissance latente sont libres de varier autant chez les gars que chez les filles semble s'ajuster bien aux données. Voilà comment se présente la trajectoire chez les gars en bleu et la trajectoire chez les filles
en rouge. Alors, clairement, au niveau du statut initial, les gars commencent avec un score élevé en termes de troubles de conduite, alors que les filles commencent avec un score moins élevé. Mais dans les deux cas, on semble observer un même taux de changement. Donc, on semble observer un même taux de changement, mais l'état initial semble différer entre les deux groupes. Il s'agit juste d'une intuition. Il faut réellement approfondir l'analyse pour confirmer véritablement l'existence de différences entre gars et filles. Pour ce faire, il faut estimer le modèle où les paramètres de la courbe de croissance latente sont contraints comme étant égaux à l'intérieur des deux groupes. Pour ce faire, on maintient toujours la fonction grouping et on va signifier au logiciel que les deux paramètres clés doivent être égaux entre les groupes. Alors, comment on le fait? Alors, ici, vous avez le modèle de tout court, c'est le modèle de référence, autrement dit le modèle phi. Ensuite, le modèle gars ici. Alors, on va signifier au logiciel qu'en fait, i comme intercept a la valeur 1, autant dans le modèle de référence que dans le modèle gars. Donc, on a ici i aussi 1. Le fait de mettre ici 1 entre parenthèses pour l'intercept du modèle de référence et 1 pour l'intercept du modèle gars signifie au logiciel qu'il s'agit de deux paramètres égaux. De même, le fait de mettre ici 2 pour le slope concernant le modèle de référence et 2 pour le slope du modèle gars signifie au logiciel qu'il s'agit de deux paramètres qui sont égaux. Étant entendu que j'aurais pu mettre A1 ou B2 ou C1, peu importe. L'idée c'est d'avoir le même caractère pour les deux modèles en lien avec un paramètre en question. Étant entendu que le fait de mettre des crochets signifie qu'ici on a des moyennes, autrement dit des valeurs moyennes. Nous savons que l'intercept et le slope sont des valeurs moyennes. Et voilà comment contraindre les deux paramètres de la courbe de croissance latente comme étant égaux à l'intérieur des groupes phi et des groupes gars. Alors on va rouler de façon à obtenir ces résultats. Alors ici on se rend compte que le nombre de paramètres chute de 2. On passe de 16 à 14. Eh bien, pourquoi? Parce que, effectivement, nous venons de contraindre les deux paramètres comme étant égaux. Et donc, on perd deux paramètres libres. Le qui carré est de 14,89 et s'avère statistiquement significatif. Le RMCA, certainement, dépasse 0,08 et s'avère statistiquement significatif. Et le CFI 0,89 est inférieur à 0,90. Donc, clairement, ici, le modèle contraignant ne semble pas s'ajuster bien aux données. Et donc, c'est le signe que probablement il n'y a pas d'égalité entre les gars et les filles pour ce qui est du modèle de courbe de croissance latente. Mais pour en avoir le cœur net, comparons ces indices d'ajustement du modèle contraignant avec les indices du modèle libre qu'on a fini d'estimer. Alors, comparons les deux qui carrés en particulier. Donc, pour le modèle libre où la trajectoire moyenne varie librement à l'intérieur des deux groupes, le qui carré s'ajuste mieux aux données comparativement au modèle où les deux paramètres sont contraints comme étant égaux. Et donc, on a l'impression que ce modèle libre est meilleur, mais on n'est pas sûr. Il faut vérifier si la différence entre les deux qui carrés s'avère statistiquement significative. C'est ce que j'ai fait ici dans ce tableau. Donc, vous avez ici le modèle libre, dont le qui carré est de 4,38 avec 2 degrés de liberté. Le modèle où les paramètres intercept et slope sont contraints comme étant égaux à l'intérieur des deux groupes donne un qui carré de 14,89 avec 4 degrés de liberté. Alors comparons la différence entre les deux qui carrés. On obtient 10,51. La différence entre les deux degrés de liberté, 2. Posons-nous maintenant la question de savoir est-ce que la différence en termes de qui carré 10,51 est statistiquement significative ou pas avec 2 degrés de liberté. Précisément, il nous faut 5,99 comme qui carré minimal pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Et donc clairement ici, le qui carré est calculé, donc la différence entre les deux qui carrés calculés excède la valeur critique. Par conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle d'une absence de différence. J'ai calculé le plus-value à l'aide d'Excel et j'obtiens cette valeur 0,005. Et donc, somme toute, il y a une différence statistiquement significative entre le qui carré du modèle libre et le qui carré du modèle contraignant. Ce qui signifie que le modèle qui s'ajuste mieux aux données est retenu. Et ce modèle qui s'ajuste mieux aux données, c'est le modèle libre, qui est le modèle par ailleurs le plus parcimonieux. Par conséquent, il y a différence entre gars et filles
quant au modèle de courbe de croissance latente. Reste maintenant à savoir où se situent exactement les différences ou la différence. Est-ce au niveau de l'intercept? Est-ce au niveau de la pente ou au niveau de ces deux paramètres? Alors pour ce faire, j'ai procédé à des tests d'invariance partielle. J'ai contraint la pente comme étant égale à l'intérieur des groupes. J'obtiens 4,77 comme qui carré avec 2 degrés de liberté puisque ça passe de 4 à 3 étant donné que j'ai contraint seulement la pente. Alors on obtient une différence par rapport au qui carré du modèle libre de 0,39. Différence qui ne s'avère pas statistiquement significative. Et donc il n'y a pas de différence entre le modèle où on contraint seulement la pente et le modèle libre. Et par conséquent, il n'y a pas de différence entre gars et filles concernant précisément la pente, autrement dit le taux de changement. De même, j'ai contraint l'intercept comme étant égal à l'intérieur des deux groupes, de façon à obtenir un qui carré de 12,41, un degré de liberté de 3, puisque ici j'ai contraint seulement l'intercept. Je compare le qui carré au qui carré du modèle libre et j'obtiens précisément 8,03 qui s'avère statistiquement significatif puisqu'il faut minimalement une valeur critique de 3,84 et clairement la différence 8,03 excède la valeur critique, le plus-value étant précisément de 0,018. Par conséquent, il y a différence entre gars et filles pour ce qui est de l'intercept. Par conséquent, la différence entre gars et filles se situe seulement au niveau de l'intercept, autrement dit du statut initial. Voilà ce qui confirme notre intuition de départ. Et surtout, on obtient exactement les mêmes résultats que ceux du modèle conditionnel où nous considérions sexe comme étant une covariable. Voilà comment se présentent les résultats de l'analyse multigroupe ainsi que leur interprétation. Donc de manière générale, il y a une différence entre les deux modèles, de telle sorte que le modèle de courbe de croissance latente diffère surtout entre les gars et les filles pour ce qui est de l'état initial. Il est possible d'estimer simultanément deux trajectoires latentes parallèles de façon surtout à corréler les deux trajectoires. On pense en fait qu'au lieu d'estimer séparément deux trajectoires moyennes latentes, on gagnerait plutôt à estimer simultanément les deux trajectoires de façon à obtenir un modèle qui s'ajuste probablement mieux aux données. L'exemple est donné ici des trajectoires des troubles conduite et des problèmes externalisés. Alors voilà comment se présente la syntaxe. Ici, on a la syntaxe des troubles conduite représentée par la variable y, donc on aura i, y comme intercept, slope de y. On cherche à expliquer la trajectoire moyenne des troubles de conduite par la trajectoire des problèmes externalisés. Et donc pour les problèmes externalisés, on a la même ligne de commande. Alors on va juste signifier ici que pour l'intercept c'est la variable x et pour le slope la variable x. Mais voilà tout ce que ça prend pour modéliser deux trajectoires latentes parallèles de façon à mettre en évidence la corrélation entre de telles trajectoires. Voilà comment se présentent les paramètres du modèle de trajectoire latente parallèle. Dans le modèle inconditionnel des troubles conduite, on avait 8 paramètres. Lorsqu'on considère la trajectoire des problèmes externalisés, on obtient 8 paramètres de plus, ce qui donne 16 paramètres. Ensuite, on a 4 nouveaux paramètres qui s'ajoutent. Autrement dit, ce sont les corrélations entre les intercepts et les slopes des deux modèles, ce qui donne un total de 20 paramètres. Étant entendu que le nombre d'informations ici est de 9 pour ce qui est du modèle des troubles conduite, 9 pour le modèle des problèmes externalisés, mais aussi 9 pour estimer les covariances entre les deux ensembles de variables. Nous obtenons un nombre de degrés de liberté de 7. Le modèle est ici sur identifié. Le CFI est bon, puisque c'est supérieur à 0,95 et l'RMCA
est inférieur à 0,05 précisément. Ici, nous sommes en présence d'un modèle de trajectoire latente parallèle qui s'ajuste bien aux données. Voilà comment se présentent les résultats. D'abord, les moyennes en termes d'intercept et de slope. Pour ce qui est de la trajectoire Y, autrement dit la trajectoire des troubles de conduite, l'intercept est significatif, de même que le slope, qui est ici négatif, mais ça signifie que la trajectoire des troubles de conduite est toujours descendante. Pour ce qui est des trajectoires de la variable X, autrement dit les problèmes externalisés, l'intercept est de 23,15, c'est significatif, et le slope, moins 1,81. La trajectoire des problèmes externalisés diminue également au même titre que la trajectoire des troubles de conduite. Qu'en est-il des corrélations entre les deux trajectoires latentes? Alors on les a ici, les différentes corrélations entre les intercepts et les pentes des deux trajectoires. En l'occurrence, il y a une corrélation significative entre la pente des troubles de conduite et l'intercept des troubles de conduite. On l'avait déjà, cette information. Ce qui est surtout intéressant, c'est la corrélation entre l'intercept des problèmes internalisés et l'intercept des troubles de conduite qui s'avère ici statistiquement significatif. Toutes les autres corrélations ne sont pas statistiquement significatives. Cette corrélation entre IX et IY signifie qu'un enfant qui présente des problèmes externalisés élevés au temps de départ va aussi avoir des troubles de conduite toujours au temps de départ. Ça semble intéressant comme analyse ici. Étant entendu qu'ici, vous avez les paramètres sur le diagramme. En l'occurrence, ici, vous avez les troubles de conduite ainsi que les deux paramètres de leur trajectoire latente, les problèmes externalisés et les paramètres de leur trajectoire. Ici aussi, vous avez les corrélations entre les paramètres des deux trajectoires parallèles. Étant entendu que ici, vous avez les variances expliquées par les paramètres des deux trajectoires. Jusque-là, nous avons cherché à procéder à l'analyse de trajectoires latentes en s'appuyant seulement sur 3 temps de mesure. En fait, avec seulement 3 temps de mesure, en fait, les trajectoires des variables ont tendance à être linéaires. Et bien justement, la linéarité est un postulat fondamental en modélisation de courbes de croissance latente, mais surtout, les trajectoires linéaires doivent être distribuées normalement autour des paramètres moyens de la trajectoire latente. Aussi, nous sommes en présence de ce qu'on appelle un modèle paramétrique, puisque effectivement, les trajectoires individuelles doivent suivre une distribution normale. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on travaille avec 4 temps de mesure, par exemple? Dans ce cas, il est possible d'estimer ce qu'on appelle un modèle curvilinéaire, précisément quadratique. Très simple, vous ajoutez tout simplement Q, A, I et S. Q comme étant quadratique. En particulier, lorsque le modèle, lorsque à l'observation des courbes de croissance individuelle observées, vous avez l'impression que ça suit une forme de U ou de V à l'endroit ou à l'envers, alors vous pouvez estimer un terme quadratique. De même, que se passe-t-il lorsqu'effectivement on a 5 temps de mesure? Eh bien, il est possible d'estimer ce qu'on appelle un modèle cubique. En particulier, lorsqu'à l'observation des courbes de croissance individuelle observées, vous vous rendez compte que ça suit une forme de S renversée, vous pouvez effectivement inclure un terme cubique en ajoutant C comme cubique à Q, S et I de façon à estimer ce qu'on appelle un modèle cubique.